Que dire de la situation que nous traversons actuellement ? Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il me semble que ce dont on est témoin ces jours-ci n'est qu'un exemple de l'intérêt refoulé du public pour la crypto. Nous avons des clients tout autour du globe qui nous disent que la crypto est nécessaire. Quand on regarde le rallye que l'on vient d'avoir, on ne peut pas simplement penser qu'il est dû à une simple rumeur. À mon avis, cette hausse est symptomatique d'une fuite vers la qualité. Avec toutes ces questions actuelles autour de la guerre israélienne et du terrorisme mondial, il me semble qu'un nombre grandissant de gens se tournent vers des actifs spécifiques, qu'il s'agisse de bons du trésor, d'or ou de crypto, selon la façon dont ils voient cette fuite vers la qualité. Et je pense que la crypto jouera ce type de rôle en tant que moyen de fuite vers la qualité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons la traduction d'une interview donnée par le PDG de BlackRock, Larry Fink, à la chaîne d'information américaine Fox Business, en date du 17 octobre 2023. Le patron du gestionnaire d'actifs le plus massif de la planète parle des tendances haussières du Bitcoin, de la situation macroéconomique mondiale et tente d'être rassurant au sujet de l'inflation et de la guerre au Moyen-Orient. Pour Larry Fink, le monde doit retrouver son sens moral, et les gens ne doivent pas perdre espoir et continuer de croire en un avenir meilleur, malgré l'inflation qui les touche gravement. On vous laisse le soin de juger de l'honnêteté de Larry Fink. Le fonds BlackRock est connu pour avoir supporté le concept de pompier pyromane à une échelle industrielle. Ils sont passés maîtres dans l'art de jouer sur les deux tableaux, que l'on parle de transition écologique ou de guerre en Ukraine. Les champions du concept de l'ESG investissent par ailleurs des dizaines de milliards en énergie fossile, sans y voir de contradiction. Serge Varley, un recruteur de BlackRock, piégé par l'équipe du journaliste d'investigation James O'Keefe, a admis que la guerre en Ukraine était bonne pour les affaires, parce qu'elle permettait entre autres choses de spéculer sur le prix des matières premières. Il s'est aussi vanté de pouvoir acheter un sénateur pour $10 000. Étant donné le passé de BlackRock, la pirouette de Larry Fink, qui consiste à qualifier le Bitcoin de réceptacle d'une fuite vers la qualité alors qu'il était un index du blanchiment d'argent il y a encore quelques années, ne devrait pas nous étonner. Ce changement de rhétorique s'inscrit bien sûr dans le contexte d'un rallye impressionnant du prix du Bitcoin, étendu aux rumeurs de l'approbation d'ETF comptants, probablement au premier trimestre de l'année prochaine. L'exubérance du marché est significative. Le 29 octobre 2023, le Crypto Fear and Greed Index, qui quantifie l'optimisme du marché crypto, affiche 71 sur 100, contre 39 2 semaines plus tôt. Selon Reuters, l'étincelle qui semble avoir mis le feu aux poudres est la décision de la SEC de ne pas faire appel d'une décision de justice considérant que la SEC avait eu tort de rejeter une candidature de la firme Grayscale, qui souhaitait convertir son trust Bitcoin en ETF spot. Selon une déclaration de Gary Gensler, jeudi 26 octobre, la SEC a actuellement sur son bureau une pile de 8 à 10 dépôts de candidatures pour un ETF Bitcoin comptant. ARK Invest, BlackRock, Bitwise, WisdomTree, Fidelity et Invesco font partie des firmes qui ont déclaré faire partie de ces candidats. Le 24 octobre, le commissionnaire de la CFTC a déclaré que le marché était prêt pour des ETF Bitcoin comptants, et l'ETF de BlackRock a été listé sur la liste de la DTCC. Somme toute, le rallye de la fin de ce mois d'octobre, basé sur une quantité d'informations relativement restreinte, démontre avant tout la quantité dantesque d'énergie potentielle que le marché contient. En guise d'illustration, le 24 octobre toujours, le site d'information Watcher.guru a publié dos à dos les informations suivantes. Le Bitcoin a augmenté de 107% depuis le début de l'année 2023. Le Bitcoin a atteint la barre des $35 000. 310 millions de dollars de shorts ont été liquidés dans les dernières 24 heures. Et l'investissement de MicroStrategy montre un PNL de 745 millions de dollars de bénéfices. Selon l'analyste James Mullarney, tous les indicateurs techniques sont au vert sur le Bitcoin. Et BlackRock a commencé le processus de seeding du Bitcoin qui consiste à accumuler une partie de l'actif sous-jacent en vue de la publication de l'ETF. Toujours selon Mullarney, l'objectif du fonds de Larry Fink a été d'avoir un ETF listé avant le prochain halving, qu'ils anticipent comme un événement haussier pour le Bitcoin. Sans plus attendre, voici l'interview de Larry Fink de BlackRock. Vous le savez, mon point de vue est que si l'inflation se limite aux frontières sud d'Israël, comme il me semble que nous nous y attendons déjà, je ne pense pas qu'on verra de grandes variations sur les marchés. La fluctuation des cours dépend beaucoup du marché pétrolier et de la manière dont il va évoluer. De toute évidence, le marché est aujourd'hui en hausse, une hausse de 350 points au moment où nous parlons. Les acteurs du marché connaissent la situation potentielle auquel nous avons affaire, donc je pense que cette réalité est déjà prise en compte.
On me demande tout le temps pourquoi le marché est si résilient, compte tenu de la menace terroriste mondiale, de ce qui se passe en Israël, en Ukraine et de tous les autres problèmes auxquels nous faisons face. Il me semble que cela s'explique par le fait que nous ne passons pas assez de temps à parler de toutes les évolutions positives dans le monde aujourd'hui. Quand je pense à la technologie et à la façon dont elle va façonner et changer notre monde, et quand on pense à l'intelligence artificielle et à la robotique, il me semble qu'elles vont accélérer le mouvement de nearshoring et de onshoring que l'on voit, c'est-à-dire le mouvement de relocalisation d'entreprises sur le territoire national, ou du moins dans des pays limitrophes. Nous allons pouvoir utiliser ces nouvelles technologies pour créer davantage d'emplois ici aux États-Unis, ainsi que davantage d'usines. Il ne fait aucun doute que la technologie disrupte certains métiers et en crée de nouveaux. Je ne prétends pas ici qu'on est dans la situation parfaite pour tout le monde. Mais je considère quand même qu'il y a lieu d'être optimiste, et que c'est important de parler des raisons qui me mènent à cette conclusion. Il existe une idée profondément enracinée selon laquelle la technologie va accroître la valeur des actifs financiers, car elle accroît et améliore la productivité. Si vous regardez la productivité dans notre monde aujourd'hui, il se trouve qu'elle est en baisse. Pour les pays dont la population est en déclin et qui souffrent sur le plan démographique, le rôle que la technologie peut jouer est extrêmement important. Je sais que sur cette chaîne de télévision, vous passez beaucoup de temps à parler des améliorations de l'industrie pharmaceutique et à réfléchir aux transformations que certains médicaments rendent possibles pour l'humanité. Ces innovations nous permettent de transformer des maladies absolument létales en maladies chroniques. Elles nous permettent de changer la trajectoire de certaines vies humaines. Le travail qui est effectué sur la démence et sur la maladie d'Alzheimer, avec la nouvelle classe de médicaments qui est développée pour les traiter, va nous permettre de prolonger la durée de la vie des patients. La négativité règne et est partout. Et souvent à juste titre, c'est vrai. Mais il me semble que nous ne passons pas assez de temps à parler d'optimisme et d'opportunité. L'un de ces points négatifs dont on parle en ce moment est l'inflation. Les taux d'intérêt vont rester plus élevés pendant plus longtemps. Je pense qu'en décembre, la Fed augmentera encore une fois ses taux, même si à mon avis, ils devront faire une pause en novembre avec ce qui se passe en Israël. En décembre, il est probable qu'ils les rehaussent encore une fois. C'est logique quand on y pense. À cause de l'instabilité mondiale, nous allons dépenser beaucoup plus d'argent dans le monde pour la défense nationale. Cette situation est génératrice d'inflation. Nous dépenserons beaucoup plus d'argent en reshoring et en onshoring, c'est-à-dire en relocalisation. Ça aussi, c'est quelque chose qui est inflationniste, du moins sur le court terme. Non seulement nous travaillons sur ces relocalisations en ce moment, mais nous avons aussi le Chips and Science Act, la loi qui vise à promouvoir la manufacture et les recherches en semi-conducteurs sur le sol américain. Nous avons aussi la loi de réduction de l'inflation, Inflation Reduction Act, et la loi sur l'infrastructure, Infrastructure Investment and Jobs Act. Toutes ces lois commencent à peine à créer de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités. Nous allons dépenser plus d'argent dans la défense car la sécurité nationale est devenue un problème plus urgent. La défense de nos frontières devient aussi un problème important. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est actuellement vrai dans toutes les régions du monde. Il me semble qu'à court terme, les dépenses en matière de défense vont aussi augmenter les dépenses en puces informatiques et en intelligence artificielle. Tous ces domaines ne font que s'accélérer. Et c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles je pense que l'inflation va durer plus longtemps et qu'elle sera plus persistante. Elle n'arrivera pas au niveau des années 70, mais elle restera à un niveau au-delà de l'objectif de 2%. L'inflation était inférieure à l'objectif de 2%, mais je pense qu'ils vont se mettre à tolérer un taux plus élevé que ça. Si jamais ils parviennent à le ramener et à l'amarrer fermement à un niveau de 3% pendant une longue période, c'est ce qu'ils vont faire. Je ne pense pas que le chiffre de 2% soit magique. Et d'ailleurs, à mon avis, un taux de 3% est en fait un meilleur taux d'inflation. Le problème, c'est que si on regarde ce qui se passe actuellement, le prix des denrées alimentaires continue d'augmenter. Si on se penche sur la situation du logement, ce n'est pas d'un taux d'inflation de 2 ou 3% dont on parle, mais plutôt de 6, 7 ou 8%. Ce niveau d'augmentation des prix fait souffrir un grand nombre d'Américains. Actuellement aux États-Unis, nos industries et nos entreprises continuent de se transformer. On a par exemple Nvidia dans le secteur technologique, Eli Lilly dans le secteur pharmaceutique, ainsi que plusieurs entreprises de défense. Dans le monde, nous venons de voir un groupe global d'investisseurs investir 23 trillions de dollars au Japon il y a 2 semaines. Les opportunités au Japon sont à couper le souffle, car l'économie japonaise commence à sortir d'une période chaotique de 25 ans. Les actions sont vraiment bon marché, sous-évaluées, et beaucoup d'investisseurs tirent la conclusion que nous devrions nous recentrer sur le Japon. Mais il y a aussi l'Inde et le Mexique, où une partie de nos industries se sont réimplantées. On voit beaucoup d'entreprises qui essaient de ne pas être trop dépendantes de la Chine et qui relocalisent au Vietnam, en Inde, aux Philippines et au Mexique. Le Mexique a connu une croissance phénoménale du PIB au cours de la dernière année et demie et beaucoup d'entreprises s'y installent. Comment pouvons-nous améliorer les conditions de vie de l'humanité et desserrer l'étau de la haine et de la peur ?
Nous avons un problème. La haine et la peur se renforcent dans le monde aujourd'hui. Et chez BlackRock, en tant que plus grand fonds de pension au monde, nous devons nous concentrer sur l'espoir. Car sans cela, pourquoi quelqu'un retirerait-il son argent d'un fonds de marché monétaire qui rapporte 5,5% pour investir à long terme ? Il est donc important d'avoir de l'espérance et de croire dans un avenir meilleur. C'est la raison pour laquelle je m'oppose au sectarisme et à la haine.